Merci beaucoup de m'avoir convié à ce colloque. Alors effectivement, je vais faire quelques petites corrections. Je suis pharmacien et je suis responsable du centre d'addictovigilance de Bordeaux, qui ressemble à la pharmacovigilance, mais on ne s'occupe pas des effets indésirables classiques des médicaments. Alors, on ne m'avait pas demandé de parler des opioïdes. Je suis plus partie sur la présentation de l'addictovigilance pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Mais je dois revenir à un autre moment pour les opioïdes. Alors, l'addictovigilance, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des vigilances sanitaires, au même titre que la pharmacovigilance, la matériovigilance, l'hémovigilance, qui va avoir pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion des cas d'abus, d'usage détourné, de pharmacodépendance et de toutes les complications sanitaires qui sont liées à la consommation de substances psychoactives, qu'elles soient médicamenteuses ou non, qu'elles soient illicites ou non. Donc, cette vigilance va s'intéresser aux conduites addictives dans leur ensemble et pas uniquement aux troubles de l'usage. On travaille en réseau, un réseau de 13 centres d'addictovigilance qui sont donc répartis sur la carte que vous voyez. Et vous voyez qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a 2 centres, un à Poitiers et un à Bordeaux. Dans ces centres, on est des experts en pharmacologie clinique et ou fondamentale, avec essentiellement des médecins et des pharmaciens. Et à Bordeaux, on a la particularité d'avoir un psychologue, que certains d'entre vous connaissent, Alexandre Perret. Et c'est un système qui est unique en Europe et qui se rapproche un petit peu de ce qu'on peut observer aux États-Unis. Alors, nos missions, c'est essentiellement une mission de surveillance et de diffusion d'alertes en santé, que ce soit au niveau local, au niveau régional ou au niveau national. On a également une mission de soutien, d'expertise et d'information auprès des professionnels et auprès des patients. Également auprès des établissements et des institutions de santé, comme les hôpitaux, la NSM ou les ARS. Pour ça, on a besoin d'animer des réseaux, et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau régional, avec des partenaires qui, vous allez le voir, sont très, très différents. Alors, on essaye, dans nos surveillances, d'identifier des signaux qui vont être en lien avec des cas, donc des décès, des symptômes inhabituels, des clusters, on verra un exemple tout à l'heure, ou alors des signaux en lien avec des substances. Vous savez qu'il peut y avoir consommation d'une substance qui en fait n'est pas celle qui a été souhaitée être consommée, ou alors des nouveaux produits de coupe. Et puis il y a bien sûr des signaux en lien avec des pratiques, les nouveaux modes de consommation. On voit là depuis une dizaine d'années que la méthadone est de plus en plus injectée, avec les conséquences qui vont avec, ou des nouvelles pratiques de consommation, comme par exemple le chemsex est arrivé. On sait tout de suite, on a tout de suite mis en place des collaborations avec les addictologues, avec les infectiologues, pour pouvoir travailler sur le sujet. Alors, le problème, c'est qu'on a beaucoup de défis à relever, parce qu'on est confronté à des événements qui sont extrêmement rares. Ce sont des choses qui sont illégales, donc on ne va pas trop en parler. C'est des phénomènes qui sont en évolution constante et en évolution rapide, donc c'est difficile aussi à suivre. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est des substances qui sont parfois inconnues, on ne sait pas ce qu'on ingère forcément. Et un de nos gros problèmes, et qui est un problème des vigilances sanitaires, c'est qu'il y a une énorme sous-notification des cas. Alors, pour cela, en addictovigilance, on a mis en place une surveillance multisource, qui va être une surveillance proactive et qui va impliquer de multiples acteurs, que vous pouvez voir sur ce qu'on appelle la marguerite d'addictovigilance. Mais je vais revenir. Donc, qui implique de multiples acteurs, et on a mis en place des outils spécifiques adaptés pour pouvoir identifier des signaux. Et l'idée, c'est de faire une triangulation de ces données pour pouvoir identifier un signal. La première source de données, c'est la notification spontanée. C'est le fait de signaler un cas au centre d'addictovigilance, que ce soit par les professionnels de santé, par les structures de soins, ou même par les usagers ou leur entourage. Les avantages, c'est une déclaration en temps réel, donc s'il y a quelque chose
à faire, on peut donner des conseils, en particulier de faire des dosages, on reviendra dessus tout à l'heure. Et puis on a des données qui sont extrêmement détaillées, que ce soit sur les données sociodémographiques du patient, ses antécédents, etc. Le problème, encore une fois, c'est la sous-déclaration. On ne signale pas énormément de choses. Ce sont des données individuelles, donc qui peuvent être pas du tout représentatives. Et puis, on n'a qu'un numérateur, on n'a pas de dénominateur, donc c'est assez difficile d'avoir des données de prévalence. Ensuite, pour pallier la sous-notification, on a mis en place des outils pharmaco-épidémiologiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune, mais vous voyez que c'est en lien avec les décès, la soumission chimique, en lien avec la police, la justice, et les toxicologues analystes qui identifient des substances. On travaille beaucoup avec les pharmaciens sur les ordonnances falsifiées pour voir d'où viennent les médicaments qui sont détournés. Et puis, je vais surtout vous parler de la dernière étude, Oppidum, que vous voyez ici, qui est menée auprès des Xapacarudes. Donc, certains d'entre vous la connaissent bien, les Xapacarudes, les unités d'hospitalisation en addictologie et les ELSA, et les prisons. Et donc, j'en profite pour remercier tous ceux qui participent chaque année à Oppidum, et qui permettent d'avoir ces résultats. Donc c'est une photo annuelle de ce qu'on peut observer dans ces populations sur leur consommation au mois d'octobre. Normalement, ces résultats sont envoyés à tous les participants d'Oppidum. On essaye aussi à Bordeaux de faire une sous-analyse d'Aquitaine, et vous voyez, c'est les données 2020, on a un petit peu de retard. Ensuite, on va travailler également sur les données médicales, en particulier les données de l'assurance maladie. Mes collègues de Marseille ont mis en place une étude pour identifier le doctor shopping, c'est-à-dire repérer les profils des patients qui font du nomadisme médical pour obtenir leurs médicaments. Et puis, on utilise aussi beaucoup les bases du PMSI pour recueillir des cas d'addictovigilance que on nous a pas signalés. Les analyses toxicologiques, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on en a déjà un tout petit peu parlé, c'est assez important. Je reviendrai avec l'exemple dont on va parler maintenant. Donc un exemple d'alerte pour vous montrer en fait à quoi ça sert ces déclarations. Donc en Aquitaine, on a eu en décembre 2020 l'hospitalisation de 4 jeunes lycéens qui avaient fumé un joint et qui sont tous fait des malaises. Et qui se sont retrouvés à l'hôpital. Donc un malaise chez 4 jeunes qui fument un joint, on peut dire bon ben ok. 4 malaises chez les 4 qui fument le même joint, on se pose des questions et on essaie d'investiguer ce cluster. Je vous parlais tout à l'heure de cluster, là c'est clairement un cluster. Donc on a demandé aux médecins qui avaient accueilli ces jeunes de faire des demandes de recherche toxicologique à partir du sang et des urines. On a pu aussi récupérer le joint de ce cluster et au lieu d'identifier du cannabis, du THC, il a été identifié un cannabinoïde de synthèse, le MDMB 80-phenacram. Donc quand on a vu ça, on a écrit à l'ARS un mail d'alerte. L'ARS nous a demandé de rédiger un message d'information à destination des professionnels de santé de la région. Donc c'est ce document que certains d'entre vous ont dû recevoir. Je pense que l'ARS l'avait diffusé largement. Et à partir de cette alerte, on a eu de nouveaux signalements de cas. Et ce qui était intéressant, c'est que, alors que les premiers cas, c'était plutôt des naïfs, on avait aussi des gens de Caru, de Xapa, qui étaient habitués à fumer du cannabis et qui se retrouvaient avec du cannabis qui était différent de ce qu'ils consommaient d'habitude. Donc on a pu récupérer des échantillons de cannabis et effectivement il y avait des cannabinoïdes de synthèse. Le fait de faire cette alerte, d'en parler auprès des usagers a fait qu'il y a eu un arrêt de la filière, il n'y a quasiment plus de cas similaires. Alors, il y en a certainement, et je pense qu'il faut toujours se poser la question, et on le verra tout à l'heure, devant un effet inhabituel chez un fumeur de cannabis, peut-être se poser la question, est-ce qu'il n'a pas des cannabinoïdes de synthèse dans son cannabis?
Un petit mot sur les cannabinoïdes de synthèse. C'est le plus grand groupe de substances de synthèse. Elles sont apparues en 2008. Actuellement, il y a plus de 200 cannabinoïdes de synthèse identifiés. Alors, on devrait plutôt parler d'agonistes des récepteurs cannabinoïdes, c'est-à-dire que normalement, les nouveaux produits de synthèse, c'est des substances qui ressemblent à la molécule d'origine. On va changer un petit groupement chimique et on va avoir une nouvelle molécule. Là, on se retrouve avec des substances qui sont différentes structurellement du THC, mais qui vont aller sur les récepteurs cannabinoïdes et entraîner les mêmes effets que le THC, avec des effets souvent plus puissants, donc des effets plus graves, et souvent en utilisant de plus faibles doses, et vous verrez que c'est important, ça aussi. La pharmacocinétique peut être différente aussi, donc ça peut perturber quand on regarde la survenue des effets. En ce qui concerne leur circulation, longtemps, la prévalence a été faible en Europe. Vous voyez que ça a augmenté, on en a entendu parler, mais pas vraiment de cas nombreux. Il y a eu deux gros phénomènes d'intoxication de masse, l'un en Russie en 2014, où il y a eu 15 décès en 2 semaines, et puis en Hongrie, une série de décès en 2017 et 2020, toujours impliquant des cannabinoïdes de synthèse de 3e génération. Alors qu'en est-il en France? Donc là, vous voyez, donc en addictovigilance, on va faire les analyses de tous des cas qui nous sont rapportés, que vous nous rapportez quand vous nous signalez des choses. Vous voyez que on a vraiment une augmentation progressive, et en particulier ces dernières années, des cas rapportés avec les cannabinoïdes de synthèse. Alors 2022, l'enquête portait sur la moitié de l'année, donc c'est pour ça qu'on a une diminution. Si on regarde les outils d'addictovigilance, donc Oppidum ou les outils sur les décès, les données sont encore peu nombreuses, il n'y a pas grand-chose. Ce qu'on va observer en France, c'est des phénomènes comme ce qu'on a observé en Nouvelle-Aquitaine. Il y a eu la même chose en région PACA, en région Haras, en Pays de la Loire. Dans le nord de la France, alors en Normandie et dans la région Grand Est, on a là plutôt un phénomène d'adolescents qui vapotent des cigarettes électroniques en prenant un liquide qui s'appelle PTC, pour peptocrane. Ça peut être aussi du Buddha Blues, comme vous le voyez ici. Et puis, les cannabinoïdes de synthèse, en fait, on les a depuis très longtemps dans l'océan Indien, depuis 2015 à Mayotte, depuis 2017 à La Réunion, où là, il y a un phénomène de consommation de chimiques. Les chimiques, ce sont des cigarettes qui contiennent un mélange de substances, dont des cannabinoïdes de synthèse. Et là, vous voyez du tabac chimique, avec une cigarette de tabac chimique qui a été ouverte. Donc ça, c'est Alexandre qui nous les a fait parvenir de Mayotte. Et à chaque fois, on retrouve là aussi des cannabinoïdes de 3e génération. Dans les effets recensés, essentiellement des effets psychiatriques, neurologiques et cardiovasculaires. Alors, il y avait, donc il y a 250 effets psychiatriques. Sur ces 250 cas rapportés, il n'y a que 8 troubles de l'usage avec les cannabinoïdes de synthèse. Ce qui peut s'expliquer parce qu'on est sur une consommation plutôt ponctuelle, exceptionnelle, à l'insu de la personne, etc. Cependant, là vous avez un cas réunionnais, donc avec de la chimique, d'une femme qui a été hospitalisée pour sevrage parce qu'elle a eu une perte de contrôle de sa consommation de chimique. Donc, pour conclure sur les cannabinoïdes de synthèse, des effets similaires à ceux du THC, mais parfois plus puissants. Donc, comme je vous disais, il faut y penser si on a des effets inhabituels chez un fumeur connu de cannabis et qui ne sont pas détectables par des dépistages urinaires classiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout du tableau clinique de l'intoxication au cannabis, et pourtant, les dépistages urinaires sont négatifs avec les bandelettes classiques. Il est vraiment recommandé d'envisager une analyse toxicologique par des techniques spectrométriques haute résolution, soit sur des échantillons biologiques, soit sur du produit, ce qui va faciliter le travail des toxicologues analystes pour identifier la substance, puisque je vous le disais tout à l'heure, comme ce sont des substances très puissantes, il n'en faut pas beaucoup pour avoir un effet, et donc comme il n'y en a pas beaucoup, c'est parfois difficile à identifier, on peut se retrouver avec des recherches négatives. Alors,
Autre exemple, enfin mon deuxième exemple, c'est le protoxyde d'azote que je pense vous connaissez maintenant. Donc on connaît bien son utilisation à des fins récréatives. D'ailleurs, il y a eu une thèse qui avait été faite par Adrien Ternon sous la direction du professeur Henri Combe, qui montrait qu'il n'y avait pas de trouble de l'usage avec le protoxyde d'azote, et rien dans la littérature. Et ces dernières années, on voit une augmentation de l'utilisation du protoxyde d'azote avec de très grosses quantités consommées et des consommations chroniques sur de longues durées avec des changements de conditionnement. Donc vous voyez ici, c'est le protoxyde d'azote qu'on avait les cartouches qu'on utilisait pour le citron à Chantilly. Et maintenant, on se retrouve avec des bonbonnes. Là, vous avez la cartouche qui est, enfin, c'est une pile, mais qui a la taille de la cartouche. Et la bonbonne qui peut correspondre à presque 100 capsules des petites capsules. Et dans les effets indésirables qu'on a pu identifier, les nouveaux effets indésirables qu'on a pu identifier, c'est ceux qui sont liés à une utilisation répétée, avec des troubles neurologiques, en particulier des scléroses combinées de la moelle, des cas de thrombose qui commencent à survenir, et surtout des troubles de l'usage qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. En addictovigilance, donc on a aussi un suivi des données du protoxyde d'azote récréatif, et vous voyez qu'il y a une augmentation exponentielle des cas. Alors ça a commencé dans les années 2017-2018 dans le nord de la France. Nous, à Bordeaux, on a eu une grosse série de cas en 2021, on n'avait pas vu grand-chose jusqu'à présent, donc on voit que ça change selon les régions. Mais que ça se diffuse de toute façon. On a mis en place le réseau des centres d'addictovigilance, 2 alertes via un communiqué. Et puis, on essaie d'informer régulièrement les professionnels de santé et le public, et notamment grâce à nos bulletins d'addictovigilance que certains d'entre vous reçoivent. Alors, en pratique, comment est-ce que l'addictologie et l'addictovigilance peuvent travailler ensemble? Nous sommes là pour répondre aux questions que vous vous posez sur un produit, sur des nouvelles pratiques, sur un effet inhabituel. Alors, certains, Alexandre, dans la salle de l'ELSA de Bordeaux, des fois me dit « Je suis désolée de te déranger, mais j'ai une question à te poser. » Vous ne les dérangez pas, c'est notre boulot de répondre à vos questions, d'aller faire les recherches et de pouvoir essayer de vous donner des informations pour essayer de vous aider à orienter votre prise en charge. On peut aussi, à la demande, intervenir dans vos structures. On le fait régulièrement à l'USCA du CHU ou dans l'EXAPA de Bordeaux, parler d'un groupe de produits, les nouveaux produits de synthèse, parler des actualités, ou venir vous présenter en salpingarde les résultats d'enquête Opidum, que je ne vous ai pas détaillé, mais que je peux venir vous détailler chez vous. Et puis, on est aussi, vous pouvez nous demander, est-ce qu'on vous envoie le bulletin d'addictovigilance? C'est un recto verso, il y en a 3 à 4 par an, donc c'est pas trop long à lire, et c'est sur les actualités en addictovigilance. Et pour tout ça, on a besoin de vous. Nous, on ne va pas inventer tout ça de notre côté. C'est que tout ce qu'on peut vous apporter, tout ce qu'on peut apporter à vos collègues, c'est grâce à la déclaration des troubles de l'usage de substances, savoir que ça commence à apparaître avec le protoxyde d'azote, les effets inattendus, les hospitalisations après une consommation de substances chez un patient que vous suivez pour un trouble de l'usage mais qui s'est injecté un autre produit, et puis la participation à Opidum sur vos structures. Donc ça permet vraiment de nous donner la main pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà, donc là vous avez les adresses des 2 centres d'addictovigilance, donc le CEIP de Bordeaux pour l'Aquitaine et les Roms, et le CEIP de Poitiers pour les autres départements de la Nouvelle-Aquitaine. Ici, vous avez
le site du service, enfin du réseau des centres d'addictovigilance, et ici le portail des signalements qui vous permet de signaler vos cas d'addictovigilance. Alors c'est parfois chronophage de déclarer un cas et on en est vraiment conscient. Donc on essaie aussi de mettre en place avec vous du mieux qu'on peut des moyens pour que la notification se fasse le plus simplement possible pour vous. Ça peut être, nous on passe justement Mélina vient d'arriver, dans le service de l'ISCA, on va au staff, on a mis en place Alexandre peut m'envoyer des cas par mail pour déclarer un cas, ou appeler, poser une question, discuter d'un cas. Voilà, donc on est vraiment là pour simplifier pour vous aider à notifier le plus simplement possible. Voilà, merci beaucoup.